C'est plutôt rare que l'histoire des mathématiques nous emmène en Amérique du Sud. Nous y allons environ 20 ans après la conquête espagnole. Quelques voix commencent à s'élever pour dénoncer les exactions des colons et les mauvais traitements infligés aux Indiens. Charles Quint en 1526, puis le pape Paul III en 1537 ont interdit l'esclavage des Indiens. Mais au Pérou et au Mexique, rien n'a vraiment changé. C'est dans ce contexte qu'a lieu la controverse de Valladolid. Elle a inspiré un livre puis un film. Bartolomé de las Casas, joué par Jean-Pierre Mariel, s'oppose en deux fois un mois, en 1550 et 1551, à Juan Ginés de Sepúlveda, joué par Jean-Louis Trintignant. Contrairement à ce qu'on croit souvent, il ne s'agit pas de déterminer si les Indiens sont des êtres humains doués d'une âme. Le pape a déjà décidé que oui. Par contre, la question est de savoir s'ils peuvent vivre libres ou bien s'il est légitime de les réduire en esclavage. Sepúlveda argumente sur les pratiques des Indiens qui violent les lois de la morale naturelle. Sacrifices humains, anthropophagie, inceste, pratiques qu'il est nécessaire d'empêcher par la force. Las Casas argumente sur la rationalité des Indiens, démontrée par leur degré de civilisation, en particulier par leur architecture. Et bien que les Indiens étaient bien des êtres rationnels, leurs pratiques mathématiques le démontreraient tout autant que leur architecture. Las Casas avait vécu la situation du côté des conquérants, avant de consacrer son existence à la défense des Indiens. Après la controverse, il écrit un récit des exactions, cette très brève relation de la destruction des Indes, qui va être abondamment diffusée par la propagande anti-espagnole, en particulier en Hollande, sans vraiment que la situation sur le terrain ne s'améliore. Les témoignages du côté des Indiens sont rares et d'autant plus précieux. Ce Felipe Guamán Poma de Ayala est un Indien qui a appris à lire et à écrire. Il a écrit un manuscrit de près de 1200 pages, abondamment illustré. Ici, il se met lui-même en scène en train de recueillir les doléances de ses compatriotes. Poma de Ayala destine son livre au roi d'Espagne, dont il espère, et imagine même, les réactions. Et il raconte comment, âgé de 80 ans, il a fait à pied le chemin jusqu'à Lima pour amener son livre aux représentants du roi. Il a voyagé en hiver et pauvrement vêtu, dit-il. Il a même rencontré la neige que vous voyez tomber des nuages. Il était accompagné de son fils Francisco, de son cheval et de 2 chiens. Le chien qui suit son fils tout à fait à droite de l'image s'appelle Lautaro. Lautaro est le nom d'un Mapuche du sud du Chili qui avait osé mener une révolte contre l'envahisseur espagnol. Quant au chien qui est à ses pieds, il l'appelle tout simplement Amigo, son ami. Décidément, il me plaît cet homme. Poma de Ayala donne de nombreux exemples précis des exactions subies par les Indiens. Il n'hésite pas à citer des noms d'Espagnols. Sur cette image, vous voyez une Indienne à genoux, en train de pleurer. Poma explique qu'il y a 6 animaux que les pauvres Indiens craignent. Les pires sont le juge et le commandant, un dragon et un lion. Mais l'écrivain, qui est un chat, n'est pas bien vu non plus. Pour une population qui n'a pas d'écriture, celui qui détient les clés de l'écrit a un pouvoir énorme. L'intérêt du témoignage de Poma est que ce n'est pas seulement un cahier de doléances, il a assimilé la culture du conquérant et se montre profondément chrétien. Mais pour autant, il refuse que la culture des Incas soit niée. Alors,
Il raconte: au moment de la conquête espagnole, l'Empire inca a moins d'un siècle. C'est un gouvernement autocratique qui a très rapidement étendu son pouvoir sur un territoire immense, plusieurs milliers de kilomètres de cordillère. L'Inca, au nom de qui cet immense empire est gouverné, est un personnage important. Comme vous le voyez, il se promène avec son épouse en chaise à porteur. Il dispose d'administrateurs et de messagers qui ont réussi à mettre en place un réseau de communication rapide et efficace. Sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de sentiers de montagne, c'est un véritable exploit. Le gouverneur des chemins royaux n'est pas peu fier de son réseau de chemins, dont certains sont pavés sur des dizaines de kilomètres. Mais les sentiers de montagne seraient inutiles sans les ponts qui leur font franchir les torrents, et le gouverneur des ponts en a la charge. Chaque province a son administrateur qui rend compte de sa gestion au ministre de l'Inca. Ah tiens, qu'est-ce qu'il a dans chaque main, l'administrateur de la province? Ce sont des quipus, des faisceaux de cordelettes le long desquels des nœuds sont placés à intervalles réguliers. Dans la version simple, la seule qui ait été vraiment comprise, c'est une numération décimale de positions. Chaque nœud fait de 1 à 9 tours et note un chiffre. Le nœud le plus bas code les unités, puis les dizaines, etc. C'est comme une sorte d'abaque. Remarquez qu'il n'y a pas besoin de notation pour le zéro, qui est simplement une absence de nœud dans une certaine position sur la ficelle. L'usage des quipus a survécu à la conquête espagnole. Voici un administrateur du nouveau royaume du Pérou, du temps de Poma. De la main droite, il tient un quipou, et de la gauche un livre, preuve qu'il domine et utilise les deux moyens de garder trace des comptes. Il n'y a pas que les administrateurs qui ont continué à utiliser les quipus. Voici l'astrologue andin dont la fonction, cruciale, est de calculer en fonction des astres les dates les plus favorables pour semer, puis pour récolter. Et évidemment, celui qui a le quipou le plus long est le comptable en chef, qui est aussi trésorier. Et regardez en bas à gauche, on voit une table rectangulaire de 5 lignes et 4 colonnes, avec des jetons blancs ou noirs, 5 dans la première colonne, puis 3, puis 2, puis 1. Les quipous étaient un moyen sûr et fiable de garder trace de nombres. Mais pour faire rapidement des additions, pour fabriquer les comptes à stocker dans un quipou, il fallait plus rapide que des nœuds. Les Indiens utilisaient deux sortes de cailloux ou de graines, mais on ne sait pas vraiment comment ils calculaient. Les abaques indiens s'appelaient des yupanas, mais ils n'étaient pas divisés en colonnes comme en Europe et en Asie. C'était plutôt un agencement de godets dans lequel on mettait des cailloux ou des graines. Il se peut que les différents étages aient correspondu aux puissances de 10, mais on n'en est même pas sûr. Alors, au moment où on débattait à Valladolid de la rationalité des populations indigènes, comment le système de comptabilité des Incas était-il perçu? Ce Pedro Cieza de León est un conquistador. Ayant entendu parler des quipus, il est d'abord incrédule, jusqu'à ce qu'il rencontre un spécialiste indien qui lui en détaille le fonctionnement, et accessoirement lui prouve, chiffres à l'appui, l'énormité de la ponction des impôts espagnols. Il en rend compte dans cette chronique du Pérou qui paraît un an après la Brevissima Relación de Bartolomé de las Casas. Afin que les uns ne donnent pas plus que les autres,
et que tous contribuent par leur tribu, ils tenaient les comptes par des sortes de nœuds, qu'ils appellent quipu, grâce auxquels ils se comprenaient, et il n'y avait aucune fraude. Bien qu'elle nous paraisse aveugle et obscure, c'est une manière de compter fort utile. Le témoignage de l'Inca Garcilaso de la Vega est moins objectif. Il est le fils illégitime d'un conquistador et d'une princesse inca. Et malgré son statut de bâtard métis, il reçoit une bonne éducation. À la mort de son père, il se rend en Espagne, où il témoigne de la culture des Incas. Ces commentaires royaux paraissent en 1609. Ils sont beaucoup plus précis que la chronique de Cieza de León et même que le compte-rendu de Poma de Ayala. À certaines périodes, les juges percepteurs et les comptables ou écrivains qui tenaient les nœuds et les comptes des impôts se réunissaient dans la ville principale de chaque province. Devant le cacique et le gouverneur inca, ils faisaient les comptes et les répartitions avec les nœuds de leurs fils et avec de petits cailloux. Ces comptes étaient tellement précis et véritables que je ne sais à qui attribuer le plus de louanges, soit aux comptables qui, sans chiffre d'algorithme, faisaient les comptes et partages précis de choses si détaillées, ou bien aux gouverneurs et aux ministres royaux qui comprenaient à la fois les comptes et les justifications qui leur en étaient données. Les nœuds se plaçaient par ordre d'unité, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers, rarement au-delà de la centaine de milliers. De plus, s'il était arrivé qu'il faille compter en centaines de milliers, ils l'auraient fait, car dans leur langue, ils peuvent donner tous les nombres qu'il y a dans l'algorithme. L'algorithme, el guarismo en espagnol, désigne à l'époque la numération arabe, plutôt indienne. L'Inca Garcilaso est bien conscient de la généralité du procédé, mais il sait aussi qu'il y a beaucoup plus dans l'usage des quipus que la simple tenue des livres de compte. Par la couleur du fil et le nombre de nœuds, il déduisait la loi qui interdisait tel ou tel délit et la peine à donner aux contrevenants. Il disait les sacrifices et les cérémonies que dans telle et telle fête on faisait au dieu soleil. Il déclarait les lois qui protégeaient les veuves, les pauvres et les étrangers. Ainsi, il rendait compte de toutes choses gardées en mémoire par la tradition, de sorte que chaque fil et chaque nœud leur remémorait ce qu'ils contenaient. Eh oui, pour les Incas, qui ne possédaient pas d'écriture, apparemment du moins, les quipus contenaient un code mémoriel qui permettait de garder trace de bien autre chose que des nombres. Comment fonctionnait ce code? On l'ignorera toujours. Au moins pour les Incas, on avait des témoins oculaires, des gens qui ont vu fonctionner le recueil de contes. Pour les Mayas, c'est beaucoup plus difficile. On sait très peu de choses sur cette civilisation qui a pourtant fleuri pendant 12 siècles dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Pourquoi les villes se sont-elles tout à coup dépeuplées au IXe siècle? On l'ignore. Il nous en est resté des monuments impressionnants avec de nombreuses inscriptions qui n'ont été déchiffrées que récemment. Il en est resté aussi quelques codex comme celui-ci. 3 seulement ont une authenticité incontestée. Ce sont des livres en forme de dépliants peints sur de l'écorce. Et vu le support, ceux qui ont été conservés ne peuvent être que relativement récents. Ils portent encore le témoignage d'une culture que les occupants espagnols ont tout fait pour éradiquer. Voici 6 pages du Codex de Dresde, qui en comporte en tout 78. La longueur totale est de 3,56 m. Il a joué un rôle clé
dans le déchiffrement de l'écriture maya, qui a été une aventure intellectuelle splendide au XXe siècle. À plusieurs endroits dans ces pages, vous voyez des traits surmontés de plusieurs points, en rouge ou en noir. Il n'y a jamais plus de 3 traits superposés, jamais plus de 4 points alignés. Eh bien, ce sont des nombres. Les points sont des unités, les traits valent 5. La numération est en base 20. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les Mayas avaient un 0, qui est noté comme une sorte de fuseau, ou plutôt une coquille. Ils en avaient même 2 parce qu'ils distinguaient le 0 ordinal, le 0e avant le premier, du 0 cardinal, aucune unité. Voici un petit détail de la page 58 dans le Codex de Dresde. Vous lisez 24 en haut à gauche, puis 25, 25 à nouveau, puis 26. Sur la deuxième ligne, le premier nombre est 9, le second est 0. Fort bien. Les Mayas avaient donc une numération de positions en base 20, et ils avaient même inventé le 0 pour noter les positions vides. D'ailleurs, ils mettaient des zéros en position finale, ce que ni les Babyloniens ni les Grecs ne faisaient. Sauf que c'est loin d'être aussi simple. La première fonction de la numération maya était le décompte du temps, la tenue du calendrier. Or, une année ne contient pas 400 jours, mais 365 et un peu plus. Les Mayas, comme beaucoup de peuples, arrondissaient à 360. Une année valait donc 18 fois 20 jours, ce qui n'empêchait pas de la noter 1 suivi de 2 zéros. Au-delà de l'année, les puissances suivantes étaient bien en base 20. Il est important de ne pas perdre le fil parce que les Mayas donnaient toutes leurs dates à partir de la naissance du monde. Pour la petite histoire, comme pour la grande. La naissance du monde maya a eu lieu le 11 août 3115 avant Jésus-Christ. Une date typique, comme 1 101 611 jours après la naissance du monde, s'écrit donc 7 Baktoun, 13 Katoun, 0 Toun, 0 Winal, 11 Kin. Bon, ok. Leur système en base 20 a une bizarrerie au niveau de la puissance 2. Mais on le leur pardonne parce qu'ils ont inventé le 0. Globalement, c'est plutôt simple. En apparence seulement. Pour une notation mathématique, on trouve sympa qu'il y ait bijection, un signe et un seul pour une notion et une seule. Eh bien, dans le seul codex de Dresde, on trouve pas moins de 30 zéros différents. Bah, un peu de fantaisie dans le dessin, ça ne nuit pas. Et puis la forme reste à peu près la même. Oui, mais ça, c'est pour le codex de Dresde, qui est relativement récent. Les bas-reliefs sculptés plus anciens sont d'une toute autre complexité. On y trouve des zéros en forme de tête. Remarquez que ces têtes ont toutes une main au niveau de la mâchoire inférieure. Il y a aussi des têtes sans main sur la mâchoire, mais avec un trèfle à côté. Et puis des mains qui tiennent non pas une mâchoire, mais une coquille. Et encore, ce ne sont que les glyphes les plus simples. La stèle D de Quirigua est une sorte d'obélisque de plusieurs mètres de haut. L'une de ses faces donne la date. 9 Baktoun, 16 Katoun, 15 Toun, 0 Winal, 0 Kin, soit l'année 766. La représentation des deux derniers zéros est autrement plus compliquée que ceux qui précèdent. Ce sont les deux glyphes en bas à gauche. D'autres, entièrement différents et tout aussi compliqués, traduisent le même concept. Et ce concept
va au-delà du simple zéro numérique pour entrer dans le domaine religieux. Les nombres chez les Mayas sont intimement liés à leur panthéon. Le nom de 5 de leurs dieux commence par le chiffre 5. Le chiffre 5 traduit l'excès, et ces 5 dieux personnifient les débordements, les vices de toutes sortes et les pires excès. Comparé au dieu du 5, le dieu du 0 est relativement sage. Le voici en buste. Regardez sa mâchoire inférieure. Une main est représentée dessus. Si on commence à rentrer dans le panthéon maya, on n'est pas sorti. Ceci est une page du Codex Borgia. Chaque vignette représente un dieu. Sur cette même page, en haut à gauche, voici le dieu Xolotl. Il a une tête d'animal. Il tient dans ses mains 2 crânes sans mâchoires inférieures. Lui aussi a une main représentée sur sa mâchoire inférieure. Son œil droit pend hors de son orbite. Quant à la marmite représentée au-dessus de sa tête, le contenu ne laisse aucun doute sur la nature du sacrifice pour lequel elle a été utilisée. Et Xolotl est, entre autres, le dieu de la mort sacrificielle. Bon, c'est aussi le dieu du jeu de balle divin. Quant au dessin rouge et vert formé de 2 V entrecroisés devant le dieu, c'est le symbole du 5e soleil. Des spécialistes vous expliqueront que le dieu du zéro est, lui aussi, comme Xolotl, associé à la mort sacrificielle et au jeu de balle. Je vous épargne les détails sordides de la main sur la mâchoire inférieure parce que je n'ai pas tout compris. Vous trouvez qu'avec la mort sacrificielle et le jeu de balle associé au dieu du zéro, nous nous sommes quelque peu éloignés des mathématiques et de la rationalité. Euh, Vous avez peut-être raison, au fond. Il faudrait qu'on en discute. Ce serait sympa de faire ça à Valladolid. Qu'est-ce que vous en dites?